À l'heure. Bonjour à tout le monde, bien Bienvenue heureux de Michel. vous retrouver. Voilà, c'est ce que je disais, on est très content de vous retrouver. Alors, je vais vous présenter Michel rapidement. Donc, il a été directeur général du CAVILAM Alliance française de 1997 à 2022. Il a participé à la conception et à la réalisation de nombreux projets pédagogiques, en particulier avec la chaîne internationale francophone TV5 Monde, mais aussi RFI, ou aussi des partenariats avec l'Institut français ou l'Organisation internationale de la francophonie. Ses pôles d'intérêt privilégiés sont la réflexion sur la motivation à l'apprentissage, les stratégies de compréhension et d'expression, l'utilisation de documents culturels en classe de français comme la littérature, l'art, le cinéma, les bandes dessinées et plein d'autres choses. Et puis Michel est spécialisé dans la formation d'enseignants. Il assure aussi des missions de formation et d'expertise dans le monde entier. Je te laisse la parole, Michel. À tout à l'heure. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Vous revoir aujourd'hui ou vous rencontrer pour la première fois pour certains d'entre vous. J'espère que vous m'entendez bien, je crois que oui, j'ai l'impression en tout cas. Nous allons aujourd'hui travailler un petit peu ensemble sur les stratégies anti-stress et anti-burnout pour professeurs. Alors, ceux qui me connaissent déjà, donc en tant que formateur, savent toujours que je commence par une photo et en général aussi par une chanson. Donc voici ici, nous sommes en direct depuis Vichy, au centre de la France, et j'ai plaisir à vous retrouver. Et on va écouter quelques mesures d'une chanson de Gaël Faye. Gaël Faye est un chanteur franco-rwandais qui est né au Burundi, qui a vécu toute son enfance au Burundi, puis qui est arrivé en France. Et voici une de ces chansons que j'aime beaucoup qui s'appelle Respire. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Alors voilà, 15 secondes pour premier message en fait, c'est quand on est un peu stressé et tout ça. La première chose, c'est prendre sa respiration. Alors, vous n'allez pas aujourd'hui entendre parler de secte ou de yoga ou tout un ensemble de choses comme ça. On va parler, on va réfléchir à notre vie personnelle en tant qu'enseignant et je vais vous donner aussi quelques idées très simples que vous allez pouvoir utiliser aussi en classe dès le niveau A1, A2 avec vos élèves. Donc, c'est parti et on va commencer par un petit sondage, si j'arrive à faire passer, voilà. Et le premier sondage, c'est une question à vous tous et à vous toutes, c'est comment vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous êtes fatigué? Et voilà, vous allez répondre à ce premier sondage. Allez-y, vous avez la parole. Est-ce que vous êtes en forme, de bonne humeur, fatigué, content, enthousiaste, un peu triste ou bien même en colère? Ça arrive de temps en temps. Alors, je vous laisse répondre. Les- Oui, voilà, allez-y. Vous pouvez répondre normalement. Est-ce que vous voyez bien le questionnaire qui est apparu? Voilà, je me sens en forme, je suis de bonne humeur. Donc voilà les premières réponses qui arrive. Je suis un peu énervé, me dit quelqu'un. Là, c'est Christina Castro qui est un peu énervée, un peu fatiguée. Pardon, Fanny. Voilà, excusez-moi, Fanny, pour la- l'hésitation que j'ai eue à prononcer votre nom. Laura est fatiguée aussi un petit peu, Martin aussi. Et vous voyez qu'en fait, beaucoup de personnes sont fatiguées parmi vous. Ben, j'espère que on va pouvoir passer un bon moment ensemble. Au bout du rouleau, me dit Léa aussi. Fatiguée, dit Virginie aussi. Un peu triste, Claudia. Bon, j'espère que ça sera peut-être un peu mieux tout à l'heure. Très bien. Donc, on va afficher le résultat global. On va arrêter de voter. Ça donne quoi, chère Lilia? Est-ce qu'on peut avoir les résultats? Je pète le feu, dit Mélissandre. Merveilleux, ça fait plaisir. Voilà le résultat. Donc, on a, oui, vous voyez, 40% quand même qui sont fatigués. Et je suis très content parce que personne n'est en colère. Bon, on va essayer que ça continue comme ça. Eh bien, malgré tout, enfin, malgré tout, même si je suis en route, dit quelqu'un. Alors, on continue ici. Et justement, l'idée, c'est commencer par savoir de quoi on parle, savoir ce que c'est en fait que le stress, et puis se réfléchir un petit peu à quelques notions simples.
Alors, d'abord sur le stress. Bon, le stress, ce n'est pas une maladie, c'est une réaction normale à une sollicitation physique ou psychologique qui, elle, est anormale. Par exemple, si vous préparez une conférence comme moi et puis l'ordinateur ne marche pas, 3 minutes avant, vous ressentez du stress, ce n'est pas une maladie, c'est plutôt normal. Et puis, on ressent une tension, par exemple, il y a un examen et on a le trac parce qu'on va passer un examen, ben, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une maladie. Donc le stress, en fait, c'est une réponse normale d'adaptation de l'organisme et de la psychologie à des contraintes ou des agressions qu'un individu est en mesure de rencontrer chaque jour. Voilà pour le stress. Deuxième notion, c'est le surmenage. Le surmenage, c'est lorsque on a beaucoup de travail et que l'on est fatigué et qu'il y a beaucoup d'activités physiques et intellectuelles qui s'amoncellent. Et donc, forcément, au bout d'un moment, on est très fatigué et on ressent des troubles qui sont donc consécutifs à cette activité physique ou intellectuelle et qui dépassent en fait le seuil de fatigue. La notion en anglais, c'est tout simplement overwork. Donc ça aussi, c'est normal. Ça fait partie des choses que nous vivons en tant qu'enseignants relativement fréquemment, parce qu'il y a beaucoup de contraintes auxquelles il faut répondre. Troisième notion, c'est ce qu'on appelle la résilience. Donc en fait, la résilience est un peu différent. C'est l'aptitude en fait d'un individu à résister psychiquement et physiquement aux épreuves qu'il rencontre. Ça peut être des épreuves physiques ou des épreuves psychologiques. Par exemple, lorsqu'on a un accident et qu'on est blessé, il y a un moment de récupération. Il nous faut quelques temps pour pouvoir récupérer et reprendre une vie normale. Donc ça, c'est la capacité de résilience. Il y a du stress au travail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, la capacité de l'individu à résister à cette surcharge de travail, à ce surmenage, et aux tensions de la vie professionnelle, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et enfin, par exemple, s'il y a dans la vie, on a parfois des contraintes qui sont très dures, on peut avoir un décès ou une personne proche qui est malade, eh bien, la manière dont on va dépasser ce traumatisme et on va revenir à la vie quasi normale, c'est ce qu'on appelle la résilience. Donc voilà les trois premières notions, donc à la fois le stress, le surmenage et la résilience. On continue avec cette fois-ci le burn-out. Alors le burn-out, c'est tout à fait différent parce que si les trois premières notions n'étaient pas des maladies, le burn-out, lui, qu'on appelle aussi le syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out, c'est une maladie. Et c'est caractérisé par une fatigue extrême, fatigue psychique et physique extrême, et qui conduit à l'impuissance et même au désespoir. L'Organisation mondiale de la santé définit le burn-out comme un syndrome, en fait, c'est un résultat d'un stress chronique au travail et qui va se caractériser par trois éléments. Ben, il y a un sentiment d'épuisement total, il y a des sentiments négatifs et négativistes par rapport au travail que l'on fait, et enfin, il y a une efficacité professionnelle réduite. Alors là, par contre, c'est une maladie, et l'idée, c'est, bien sûr, on ne peut pas éviter le stress, on peut difficilement éviter le surmenage. Il est important de savoir comment on est résilient, mais par contre, on doit éviter à tout prix le burn-out. Alors, pour éviter le burn-out, il faut d'abord le comprendre et il y a plusieurs phases. Donc, il y a d'abord une phase d'alarme qui est liée au surmenage. Donc, on a une longue période d'hyperactivité. En général, ça va de pair avec l'idée qu'on aime ce travail, on a envie aussi de travailler, de montrer qu'on travaille bien, et donc il y a de la surchauffe. Suite à cette surchauffe, il y a une grosse fatigue qui devient chronique et elle finit évidemment par épuiser le corps et elle a des répercussions physiques et psychiques. Et là reviennent les premiers symptômes qui devraient alerter par rapport à un risque de burn-out. Des maux de tête, des maux de dos, une irritabilité inhabituelle, des troubles visuels. À ce stade des signaux d'alerte, en fait, il n'y a pas de pathologie précise et rarement, en fait, on associe ces symptômes donc au burn-out. On pense que c'est une extrême fatigue. La deuxième phase, c'est la phase de résistance par rapport à ce burn-out et il y a une forme d'engrenage
Donc, on est fatigué. Comme on est fatigué, on est moins efficace et on redouble d'efforts plutôt que de demander de l'aide à l'extérieur. On a tendance à vouloir tout faire soi-même plutôt que de déléguer. Et on entre dans un cycle très dur d'acharnement et de travail compulsif. Cette deuxième phase de résistance, elle est marquée par une désocialisation. C'est-à-dire que le travail occupe une place de plus en plus importante et on a tendance donc à se désocialiser, c'est-à-dire qu'on travaille aussi pendant les vacances, pendant les week-ends, le soir, et la sphère familiale devient un petit peu délaissée, de même que les amis, les activités sociales et amicales. Donc là, il faut être déjà très prudent quand on a ce type de symptômes, parce que malgré tous ces symptômes ou tous ces signes qui devraient alarmer, la personne qui est atteinte, qui est à ce niveau-là de la phase de résistance, eh bien, elle refuse de voir qu'elle est en situation de danger, et seuls les proches, en fait, sont en mesure de donner l'alerte. Ils vont dire, par exemple, ah, écoute, Michel, tu as l'air vraiment fatigué, il faudrait peut-être t'arrêter, j'ai l'impression que tu travailles trop, tu as l'air très fatigué dernièrement. Donc voilà en fait ici ce qui se passe à ce moment-là. Puis on arrive justement là, on n'a pas écouté, on ne s'est pas écouté, et on arrive donc à la phase de rupture. Donc le corps atteint ses limites, le travail s'en ressent, le travail que l'on fait est de moins en moins reconnu et on est soumis à de l'anxiété et l'estime de soi diminue aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne travaille pas bien, qu'on n'est pas reconnu et donc automatiquement on a un discours négatif par rapport à soi-même. Là, eh bien, il y a de vrais troubles qui apparaissent, en particulier des insomnies qui deviennent chroniques et d'autres pathologies aussi, comme l'hypertension, l'eczéma, des infections. Et le comportement change, donc on s'emporte plus régulièrement, on est plus irritable, on réagit linguistiquement en étant plutôt cynique, il y a des changements d'humeur fréquents. Et puisqu'on est soumis à une situation qu'on ne maîtrise pas, eh bien, on essaie de compenser par des substances chimiques. Et donc, beaucoup de personnes vont prendre des somnifères pour dormir, par exemple, des tranquillisants. Et évidemment, ils vont aussi prendre des excitants pour mener à bien, justement, leurs activités quotidiennes, puisque, eh ben, justement, ils n'ont pas assez dormi. Donc, ça va être très dur de faire le travail habituellement. Et là arrive finalement donc cette phase à laquelle je ne souhaite personne d'arriver, c'est-à-dire la phase du burn-out. Et là, c'est trop tard. Donc, c'est trop tard. On est soumis à un effondrement, à la fois au niveau émotionnel, physique et psychique. Et la personne, la victime, craque. Alors, Julie dit on veut du Xanax dans le café, mais même ça ne suffit pas, effectivement. On n'arrive pas à maîtriser en fait ce qui se passe et on a brûlé toutes les réserves et donc on est cette fois-ci plus capable de travailler et donc, eh bien, on est malade. Comme on est malade, il y a des crises de panique, de l'atonie, et on peut même être soumis à des crises comme des accidents cérébraux ou cardiaques, des dépressions, et on peut être violent, en fait. Anita dit, il y a l'angoisse réactionnelle. Oui, tout à fait. On peut être dangereux même pour ses proches. Et là, eh bien, le traitement, c'est effectivement un arrêt de travail qui va être associé à un suivi médical et psychologique. Et ce qui est grave, en fait, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on est utile à personne autour de soi et on est fragilisé de façon durable, c'est-à-dire que même après, en fait, la rémission, même lorsqu'on est soigné, eh bien, on va être de plus en plus fragile par rapport à cette situation pratiquement terrible. Alors, eh bien, nous, on va progresser. Donc, on a vu un petit peu ces quatre notions, donc le stress, le surmenage, la résilience et puis le burn-out, qui est la version la plus tragique. Et maintenant, eh bien, on va agir pour essayer justement d'éviter le burn-out. Alors, première question à vous, c'est sondage, donc Lila va vous présenter. Voici quatre images. Et quelle est votre image préférée parmi ces quatre images? Donc, la 1, la 2, la 3 ou bien la 4? Alors, vous pouvez voter sur le sondage. Alors, je vois déjà plusieurs personnes ont dit la 2, d'autres personnes la 3. Et vous pouvez voter également en ligne avec euh, le petit sondage qui vous est proposé. Et Sylvie demande s'il y aura un replay de cette vidéo. En effet, le replay sera disponible dans quelques jours, il vous sera envoyé. Et Séverine dit, vous pouvez voter dans le sondage directement. Erreur, pas la 4, mais la 3. Alors,
l'image 4, en fait, c'est une image assez intéressante. C'est la manière dont des personnes imaginaient l'école du futur en 1910. Donc, on voit une scène de classe, image 1, une scène de plage, image 2, une promenade ici dans la montagne, et puis l'image 4 qui est une vision donc la, de l'école en fait du futur. Bon, on va s'arrêter là pour ce petit sondage. Et bon, ben, je suis content de voir que vous avez tous choisi, on va arrêter, voilà, le sondage. Bon, vous avez pratiquement tous choisi l'image 2 et l'image 3. C'est plutôt bon signe parce que, effectivement, prendre du temps pour soi, pour ses loisirs, c'est une bonne méthode pour éviter effectivement le burn-out. Et ici, par exemple, vous pourriez tout à fait proposer à vos élèves justement ces quatre images semblables, en leur demandant en fait eux-mêmes qu'est-ce qu'ils préfèrent et de répondre pourquoi ils préfèrent ça. Alors ici, quelques questions. D'après vous, combien d'heures de travail sont normales par jour? Alors je vous laisse répondre dans le chat, dans le fil de discussion, on dit en français aussi. 6, 8, 8, 7, 10, 8. Ibissam, 8. Anna Paula, 6. Noémie, 6. Donc on voit entre 6 et 8, ça semble être normal pour vous, travailler 6 à 8 heures. Voilà, 2 heures, bon ça ne me paraît pas beaucoup en fait. Je pense que c'était... il y a quelqu'un qui sourit aussi à travers le... Voilà, 6. Allez, deuxième question. Est-ce que vous travaillez le week-end? Est-ce que vous travaillez le week-end? Alors oui, dit Marion, oui, 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 des fois, oui, 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 beaucoup de oui, oui, beaucoup, dit quelqu'un. En fait, hein, quand on est prof, ben, souvent, en fait, voilà, on est un petit peu, quel que soit le jour, on reste prof, en fait. On est jamais, on dépasse jamais le fait d'être prof. Allez, une autre question. Est-ce que vous travaillez aussi pendant les vacances? Ah ah, les week-ends, ça existe, dit quelqu'un avec un gros point d'interrogation. Alors, on voit là, travaillez-vous pendant les vacances? Alors, j'ai pas de vacances, dit quelqu'un. Et puis sinon, ben, il y a des oui, il y a des non, rarement, etc. Alors, ce qui est certain, en fait, quelle que soit votre réponse, c'est que pour être heureux, en fait, il faut aussi prendre du temps pour soi-même, parce que c'est ça qui va faire qu'on ressent du bien-être. On va revenir à ça un petit peu plus tard. Et quelqu'un dit, Françoise dit, parfois, je travaille pendant les vacances aussi. Alors, dernière question parmi celles-ci. Est-ce que vous pensez avoir assez de temps pour vos loisirs? Ah ah, non, oui, non, oui, non, oui. Beaucoup de non dans le fil de discussion sur les gens qui, clairement non, acceptable, pas toujours. Voilà, ici les questions en fait qu'il faut se poser par rapport à son propre travail, c'est-à-dire qu'on doit dégager bien sûr du temps pour soi pour pouvoir avoir vraiment du plaisir à vivre. Alors pas toujours, ça dépend. Alors je vois beaucoup de noms dans la liste des gens qui répondent que je connais. Et bon, je vous salue tous, que je ne vous connaisse pas d'ailleurs, ça fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. On continue, je ne sors pas de la journée, dit quelqu'un dit Léa, par exemple, ou ça dépend, dit Birgit Lang, ou Gert dit ça dépend des périodes. On continue, et cette fois-ci, vous allez répondre à un troisième sondage, et c'est Lila va le lancer, et c'est quelle situation trouvez-vous particulièrement stressante? Alors voici le sondage qui va apparaître, voilà. Alors voici ici vous avez plusieurs choix, vous pouvez voter. Alors, Yona dit, je travaillais tout le temps, tous les jours dans le passé, mais je n'en pouvais plus. Alors, j'ai décidé de ne pas mettre mes cours le week-end, sauf si c'est vraiment nécessaire. Alors, voici quelques situations que vous pouvez trouver stressantes. Je dois rencontrer le directeur, quelqu'un vient observer ma classe, je dois participer à une réunion de professeurs, je dois rendre des notes à l'administration. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Je m'entends moins bien avec une classe et je dois y faire cours. Je dois préparer mon cours et je n'ai pas le temps. C'est l'heure de mon cours et je suis en retard. J'ai l'impression que je ne parle pas assez bien le français. J'ai rendez-vous avec un parent qui vient contester les résultats de son enfant. Et puis, la 10, rien ne me stresse. Alors, Anita dit, les cours en distanciel consomment beaucoup d'énergie. Je travaille en face à face plutôt des attentes.
Le salaire me stresse, dit quelqu'un. C'est Anita. Plus je suis fatigué, plus ma prononciation se dégrade. Camilla, moi aussi, en fait, même en français. Et puis la ponctualité, le fait d'être ponctuel. Alors, je ne vois pas beaucoup de personnes qui votent en ligne. Alors, peut-être que je ne les vois pas. Les enfants qui parlent tout le temps et font du bruit. Ah, si, si, voilà. Alors, quelqu'un vient observer ma classe. Ça semble être générateur de stress. Et je m'entends moins bien avec une classe et je dois faire court. Ça arrive. Vous savez, moi, j'ai aussi une expérience de professeur assez longue. Et en fait, j'avais parfois 9 ou 10 classes différentes dans la semaine. Et il y avait bizarrement 8 classes ou 9 classes, ça marchait très bien. Et puis une classe, ça marchait moins bien. Ça semblait un peu bizarre. La discipline des ados, dit Johan. Une fenêtre a dû apparaître sur votre écran pour répondre, dit Séverine. Donc vous pouvez ne pas hésiter. Je trouve que les observations sont riches. Oui, moi je pense aussi que les observations de classe entre collègues peuvent être très utiles. Je stresse parce que je veux préparer trop bien mes cours et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà quelques réponses qui sont intéressantes sur les choses qui peuvent être stressantes ou stressantes. On va arrêter ce sondage. L'URSSAF me stresse, dit Léa aussi. Et j'aime enseigner, mais me promouvoir est plus difficile. Oui, c'est vrai aussi parfois. Euh, un autre sondage, le sondage numéro 4, et c'est là, êtes-vous en fait dans la situation du stress, êtes-vous sur le chemin du burn-out? Et donc là, vous avez quelques questions. Là aussi, vous pouvez répondre à plusieurs choses. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc le matin, quand vous vous levez, vous vous sentez encore fatigué. Vous avez des difficultés à vous concentrer et vous mettez plus de temps pour faire les mêmes tâches habituelles. Vous vous sentez de plus en plus irritable ou agacé. La situation du quotidien vous semble de plus en plus insurmontable. Vous vous sentez frustré pour votre travail ou pas assez reconnu. Vous vous sentez en situation d'échec et vous considérez comme une personne sans grande valeur. Vous avez du mal à prendre soin de vous, plus envie de vous habiller, plus envie de vous coiffer. Quelqu'un dit, je suis en arrêt de travail, justement. Vous avez du mal à être attentif à vos proches et à vos collègues. Vous avez du mal à sourire et à rire. Vous avez envie de partir très loin, ne plus voir personne, ne plus avoir de pression. Et il y a quelqu'un qui dit aucune Gada ou Hada dit aucune réponse ne me convient. Vous avez de la chance. Ce n'est pas forcément lié qu'au burn-out, c'est certaines questions. Tout à fait. En effet, en fait, si vous répondez à 3, par exemple, de ces questions qui correspondent à ce que vous pensez, ça ne veut pas dire que vous êtes sur le chemin du burn-out. C'est en fait l'accumulation de l'ensemble de ces circonstances qui sont décrites ici, qui vous conduisent vers le chemin du burn-out. Christina Châtel dit « Aucune réponse ne me convient ». Voilà, ici, voilà, ce qui revient le plus souvent, c'est le matin, quand vous vous levez, vous vous sentez fatigué. Donc là, ben, ça arrive, effectivement, et ça ne veut pas dire que vous êtes sur le chemin du burn-out. Alors, on va arrêter là ce sondage et on va passer à la suite. Je fais mauvaise fortune, bon cœur. Le stress d'avoir un travail et pas quelques heures de cours, quelques-uns en ligne, quelques-uns dans une école, voilà ce qui me stresse, dit quelqu'un. Alors voilà ici les facteurs, le résumé en fait des facteurs de risque qui peuvent conduire au burn-out. Et Hector dit avec plaisir, je suis content, je n'ai pas de burn-out. Bravo, ça fait vraiment plaisir. Horacio, pareil, ne ressent aucune de ces choses-là. Alors voici ici quelques éléments qui sont des facteurs de risque pour le burn-out, dont par exemple la charge de travail excessive, les changements organisationnels fréquents dans l'école, on change par exemple de règlement ou de programme, la mauvaise gestion du temps, qui est aussi un problème, le déséquilibre entre travail et vie personnelle, l'ambiguïté des rôles. On ne sait pas très bien quel rôle, par exemple, on dit que vous êtes responsable pédagogique, mais on ne vous donne pas vraiment la possibilité de le faire, et donc il y a une ambiguïté. Tout ça, en fait, quelqu'un, Françoise, dit je change tout le temps de niveau de classe. Ben, ça, par exemple, c'est un changement qui peut être effectivement très stressant et peut orienter vers une forme de burn-out. Les facteurs de personnalité aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont plus anxieuses que d'autres, ça fait partie de la personnalité. Les exigences émotionnelles élevées, hein, on doit toujours être
être de la même humeur avec les élèves et tout ça, c'est pas évident. Fanny dit j'ai une personnalité perfectionniste, ça peut être aussi un facteur de burn-out parce qu'on veut être tellement perfectionniste qu'on a vraiment trop de travail. L'environnement de travail malsain, par exemple, il y a une mauvaise ambiance. Voilà, ça peut être aussi un élément. L'absence de reconnaissance au travail, le manque de soutien des collègues ou de l'administration, le manque d'autonomie, par exemple, ou de contrôle, le conflit des valeurs. On vous demande, vous êtes à l'intérieur d'une école et puis le système politique dans lequel vous travaillez dit que vous devez également convaincre les élèves d'avoir un certain nombre d'idées que vous ne partagez pas. Donc, il peut y avoir ce genre de problème. Anita dit, je supporte de moins en moins la rémunération médiocre et le statut auto-entrepreneur. Voilà, en fait, des choses aussi qui viennent peser sur la vie au quotidien. Et puis, effectivement, si on a eu un épuisement professionnel antérieur, ben, c'est un élément de risque. Et puis, l'isolement social aussi, d'où l'importance d'avoir des amis. Alors, je continue par une petite chanson. En fait, j'adore les chansons. Et vous connaissez sûrement Christophe Maé. Voici un petit extrait avec Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Et voilà, quelques secondes, donc Christophe Maé. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on va lutter, en fait, une très belle chanson, dit Olga, je suis d'accord, Olga, et Stella aussi. Donc, effectivement, l'idée, c'est de ne jamais entrer dans ce burn-out. Et pour ça, la première chose, c'est d'être vigilant. Il est où le bonheur? Ah, un peu ici avec vous, je dois dire aujourd'hui, parce que ça fait très plaisir d'être là avec vous et de pouvoir converser, même si c'est uniquement à travers le chat. Alors, quelques signes simples pour reconnaître en fait et être attentif. Donc, vous êtes bizarrement maladroit ou maladroite, vous vous cognez aux meubles, aux gens, vous vous sentez épuisé, vous n'avez pas envie de commencer la journée. Ah, il faut faire quelque chose. Il y a beaucoup de phrases négatives ou de mots négatifs dans vos phrases. Par exemple, au lieu de dire il fait beau, vous dites ah, il ne fait pas mauvais temps. Ou bien ah, il n'est pas vraiment méchant celui-là, pour dire il est gentil. Voilà. Raya dit on devrait écouter de la musique pour réduire le risque de burn-out. Je suis entièrement d'accord. Et penser à prendre un bon psy, pourquoi pas? Quand on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander à un spécialiste. Et vous pensez, par exemple, que vous n'arriverez jamais, vous n'arriverez pas à tout faire dans le temps prévu. Et donc, effectivement, ça peut créer un problème. Le plaisir, c'est de vous entendre parler si doucement, dit Anna Maria. Anna Maria, vous êtes très gentille et vous voyez, ça me fait vraiment plaisir. Pensez positivement, on va y venir. La deuxième chose, c'est aussi donc être vigilant aux signes qui disent attention, là tu es en danger. Deuxième idée, c'est développer l'estime de soi. Par exemple, ben, vous allez pouvoir, je vais vous demander de continuer la phrase suivante. Quand j'étais jeune, mon père disait, quand j'étais jeune, je n'avais qu'un seul défaut, je pensais que... Alors, que disait mon père quand il était jeune? Il disait, quand j'étais jeune, je n'avais qu'un seul défaut, je pensais que... Je vous laisse compléter cette phrase. Que j'étais un cancre, dit Kevin. Que la vie serait belle, dit Vincent. Mohamed dit c'est ma mère que je devais. Oh, je pensais que je ne travaillais pas assez, que c'était la faute des autres. Et la langue française est en recul, c'est navrant, dit Anita. Que je savais tout, le mot impossible existait, que je n'étais pas bon élève, que rien ne pouvait m'arriver, que je serais toujours jeune, que le travail était nécessaire, qu'il faut se bouger, etc., etc. Merci pour toutes ces réponses qui arrivent très rapidement. Mais voilà ce que disait mon père. En fait, il disait, quand j'étais jeune, je n'avais qu'un seul défaut, je pensais que j'étais parfait. Eh bien, à la fin de sa vie, mon père, il disait, ben, même celui-là, je l'ai effacé de défaut. Maintenant, je sais que je ne suis pas parfait. Merci pour les réponses dans le chat. Alors, développer l'estime de soi, voilà quelque chose qui est extrêmement important. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec les élèves aussi. Vous pouvez reprendre cette idée. Donc, déjà, ben, continuer une phrase comme quand j'étais jeune, je pensais que, et il faut continuer. Il y a quelqu'un, c'est Mourezane, qui dit que j'étais trop belle pour être intelligente. Ben, je pense que vous êtes très belle et intelligente, certainement. Alors, développer l'estime de soi, c'est finalement
penser des choses positives, quelqu'un le disait déjà, par rapport à soi-même. Donc, ici, vous avez une série d'adjectifs positifs. Donc, je suis cultivé, je suis élégant, créatif, calme, dynamique, organisé. Vous voyez ici toute une liste d'adjectifs positifs. Je suis communicatif, enthousiaste, observateur, observatrice, etc., etc. Donc, je vais vous demander de choisir. Voilà, je suis dynamique, dit Johan, bravo. Alors, je vais vous demander de choisir à l'intérieur de cette liste. Vous choisissez au moins 3 adjectifs et vous mettez dans le fil de discussion, vous mettez, donc par exemple, moi je vais dire, je m'appelle Michel et je suis créatif, dynamique et optimiste. Voilà. Donc je vous laisse, vous choisissez. Alors Sybille dit, je suis consciencieuse, patiente et optimiste. Quelqu'un dit, je suis créatif, c'est Louis. Je suis créatif, cultivé et dynamique. Je suis, oula, ça va très vite, consciencieuse, persévérante, calme, bravo. En fait, on n'a pas souvent l'habitude de se faire des compliments. Eh bien, il ne faut pas hésiter, en fait. Voilà, je suis créative, je suis communicative, consciencieuse, je suis persévérante, je suis organisée, voilà, merveilleux. Voilà, vous vous regardez dans la glace et vous vous dites, voilà, je suis tout ça. Voilà, je suis Brahim, je suis, ah oui, il est déjà parti. Je suis consciencieuse, créative, voilà. Alors ici, déjà, ben, vous pouvez vous faire cette remarque pour vous. Donc ici, choisir des adjectifs positifs et puis vous le dire. Voilà, je suis et je suis persévérante. Comme dit Sarah, je suis persévérante, cultivée et consciencieuse. Martine a déjà disparu de mon écran, mais elle a dit aussi quelques. Corinne dit, je suis enthousiaste, patiente et créative, etc., etc. Donc ça, vous allez dire à vos élèves, vous pouvez le faire en classe aussi. Donc chaque élève on va faire le tour de la classe et chaque élève va dire, je m'appelle et je suis, et il va choisir donc 3 adjectifs dans cette liste ou d'autres adjectifs s'ils ne sont pas là. Ça, on peut le faire dès le niveau A1. C'est parce que, vous voyez, tous ces adjectifs ici sont multilingues en fait. Vous pouvez également proposer à vos élèves de faire ce qu'on appelle un jeu de sympathie. C'est-à-dire, en fait, ils vont choisir un autre élève dans la classe et ils vont dire, tu t'appelles Franck et tu es patient, optimiste et intelligent. Et puis Franck va choisir quelqu'un d'autre dans la classe et il va dire, tu t'appelles Marie et tu es consciencieuse, enthousiaste et sympathique. Et puis, etc. comme ça, et on fait le tour de la classe. C'est ce qu'on appelle un jeu de sympathie. Mais de la même manière qu'on n'a pas l'habitude de se faire des compliments à soi-même, de la même manière, en fait, c'est assez rare qu'on fasse des compliments aux autres. Et en fait, dans la classe, cet exercice qui peut, dans un premier temps, paraître un peu, comment dire, un petit peu artificiel, vous verrez que ça fait vraiment plaisir aux élèves d'entendre en fait un compliment qui leur est fait. On continue. On a dit donc être attentif et vigilant. Alors, il y a Hector qui dit, moi je suis polyglotte, c'est bien. Hector, vous parlez combien de langues? Au moins 5, je suppose. Alors, on a vu les techniques 6, c'est super Hector, merci pour la réponse. Donc, on a vu en fait, première stratégie, être vigilant. Deuxième stratégie pour se sentir bien dans la vie, évidemment, travailler sur l'estime de soi. Et puis aussi faire l'inventaire finalement des choses que on aime bien faire. Alors je vous en prie, vous allez me dire, tiens, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez bien? Par exemple, il y a Anita qui dit, moi je colle des timbres. Magali dit, j'aime lire. Ou, j'aime voyager, manger, dit quelqu'un, chanter, cuisiner, nager, aller à la piscine, danser, etc. Voilà, très bien. Lire, faire des randonnées, aller au restaurant, lire, regarder, dormir. Vous voyez toutes ces suggestions? Là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez proposer à vos élèves dès le niveau A1+, voire début A2. Donc, qu'est-ce que vous aimez bien faire? Et voilà, Anna Maria dit, j'aime lire, chanter, faire du sport. Voilà, Martine, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Martine qui était là tout à l'heure, qui aimait faire. Alors, Geneviève dit se promener, aller au resto, rencontrer des amis, cuisiner. Isabelle Bourbon dit faire du vélo, bien manger.
faire des collages, j'aime écrire. Et quelqu'un, Constantina, dit faire des revues, rire, etc. Bon, voilà, merci beaucoup pour ces merveilleuses réponses. Et voici un petit extrait, cette fois-ci, donc encore d'un, de chansons d'un des chanteurs qui actuellement a le plus de succès en France, qui est également un super auteur. Et donner des classes, être avec la famille, dit quelqu'un. Voilà, marcher dans la nature, dit Emmanuel. Formidable. Et voici ici donc un extrait d'une chanson de Grand Corps Malade dans laquelle il fait la liste de toutes les choses qu'il aime. Et voici un extrait donc. J'aime bien conduire le soir au moment où la nuit s'amorce. J'aime bien les paysages quand le soleil perd de la force. J'aime bien aussi faire une pause, penser à toi et sourire, te sentir près de moi et te regarder dormir. Alors je vous la repasse parce que c'est vraiment trop joli. J'aime bien conduire le soir au moment où la nuit s'amorce. J'aime bien les paysages quand le soleil perd de la force. J'aime bien aussi faire une pause, penser à toi et sourire, te sentir près de moi et te regarder dormir. Voilà, hein, c'est pas mal. Alors je vous invite vraiment à écouter. Alors, on a vu ici donc cette autre stratégie. Le chanteur s'appelle Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Et ce qui est important aussi, c'est de définir des priorités, c'est-à-dire d'être bien conscient de ce qui est important ou de ce qui n'est pas important pour vous, de ce qui est la chanson, demande Lucine, quel est le titre de la chanson? La chanson s'appelle Pause. Pause, dit Séverine. Merci Séverine. Donc, ce qui est très important aussi, c'est de définir des priorités dans la vie. Et voici ici également quelque chose que vous pouvez faire avec vos élèves. Alors, quelles sont les priorités pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Ne répondez pas tout de suite. Vous avez évidemment la célébrité, la musique, les amis, la santé, la famille, l'argent, la réussite professionnelle, les loisirs, et puis évidemment aussi la religion, par exemple. Et donc, si on est avec des élèves, l'amour aussi, très important. On va donner toute cette liste de mots avec aux élèves, par exemple. Merci de répondre. Je vois mon mari, dit quelqu'un. Ah, c'est super. Santé, famille, amour. Delphine dit la santé, la famille et l'amour. La santé, l'équilibre des relations. La famille, l'amour et la famille. Voilà, le travail, la réussite professionnelle, les relations. Donc, bravo pour toutes ces remarques-là, ces réponses formidables. Musique, santé, la philosophie. Maryse dit, hop, j'ai perdu Maryse, la santé. La santé, on voit, ça revient souvent, la famille, les amours, etc. La paix, ex- très bien. Alors, si vous êtes, ici nous sommes entre nous, mais si vous êtes avec des élèves, alors l'important, voilà, c'est vraiment définir quelles sont les priorités pour soi et donc effectivement travailler pour ces priorités. Par exemple, si la famille, c'est vraiment important, ben, il faut passer du temps avec, c'est sûr. Maintenant, si je suis avec les élèves, je vais proposer donc à mes élèves de la liste que vous avez ici, et ils vont avoir la célébrité, la musique, là, etc. Et donc, on va proposer aux élèves en petits groupes de mettre par ordre d'importance ces 10 mots, je crois, ouais, 10 mots donc du plus important au moins important. Et donc l'idée, c'est qu'ils doivent décider en petits groupes et chaque petit groupe va indiquer ensuite quelles sont les premières choses les plus importantes. Alors Martine a répondu, elle dit, pour moi, le plus important, c'est faire plaisir et se faire plaisir. Constantina dit l'avenir, le métier. Donc l'idée, je reviens à l'idée, donc c'est important pour soi. Et maintenant, en tant que professeur, une idée, c'est proposer aux élèves une liste comme ça de mots qui sont des valeurs en fait, et demander aux élèves de définir en fait quelles sont les choses les plus importantes pour eux. Alors ici, il y a quelque chose qu'on peut remarquer dans toutes vos réponses. C'est aucune personne ici n'a répondu l'argent. On a vu la famille, l'amour, la santé, la réussite professionnelle, mais pas l'argent. En fait, dit si Marie, moi j'ai dit ça, oui, mais je t'avais pas vu, désolé. Moi j'ai répondu aussi l'argent, dit Daniela. En fait,
si vous pensez que votre salaire, c'est ça le plus important, en fait, Daniela dit non, c'était une blague. Mais oui, parce que si effectivement l'argent, c'est votre priorité, eh bien, vous ne devenez pas professeur. Ça, c'est sûr. Parce que si on est vraiment prof, en général, on ne devient pas riche, en fait. C'est un métier dans lequel on ne devient pas riche, donc c'est presque incompatible. Et c'est même parfois un métier dans lequel il n'y a pas beaucoup de sécurité. Donc l'argent vient normalement pour les profs dans la liste des valeurs, assez loin dans la liste. Alors je continue, si vous voulez bien, mais on est riche des relations qu'on a avec les élèves. Ça, je suis d'accord, chère Marie-Hélène. Et Mohamed dit, quand on est prof, on donne de notre poche des fois. Et oui, parce qu'on fait beaucoup de travail personnel. Alors, ce qui est très important pour l'argent ne fait pas le bonheur des profs, vous savez qu'on dit, il y a un proverbe français qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vraiment un proverbe de pauvres, parce que les riches n'ont jamais dit ça. Il n'y a aucun riche qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vraiment un proverbe de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, très important en fait pour éviter le burn-out, pour se sentir bien dans la vie, tout simplement de veiller aux six domaines pardon, je vais y arriver, c'est de veiller aux six domaines de l'équilibre personnel et du bien-être. Mohamed dit pour moi, l'argent contribue au bonheur, mais ne le fait pas, et je pense que vous avez raison, bien sûr. Alors, veillez aux six domaines de l'équilibre personnel et du bien-être. Alors, lesquels sont-ils? Eh bien, les voilà. D'abord, la famille et la vie émotionnelle, la vie sociale, les amis, les loisirs, la satisfaction mentale et intellectuelle, la santé et les activités physiques. Et Mariella dit, on ne devient pas riche en tant que professeur, mais on veut avoir un minimum pour vivre décemment. Je suis bien d'accord avec vous. L'univers spirituel et éthique, et enfin, donc la satisfaction professionnelle et financière. Alors on voit ici, ce sont en fait les six domaines qui amènent quand c'est équilibré, à ressentir du bien-être et à être en fait heureux, donc savoir prendre du temps pour soi et pour les autres. Euh, et on voit ici l'idée, c'est lorsqu'on oublie un de ces domaines, en fait, on se met en danger. Par exemple, si je ne m'occupe que de la famille et de la vie émotionnelle, je délaisse ma vie professionnelle, délaisse ma vie sociale, et donc là, demain ou après-demain, ça ne va pas aller. Si je délaisse, par exemple, la santé, les activités physiques, par exemple, je ne fais pas de sport du tout, je ne m'occupe pas de ma santé, eh bien, à un moment ou à un autre, eh bien, forcément, je vais avoir un problème de santé. L'univers spirituel et éthique, là aussi, donc, ce sont des choses à laquelle il faut équilibrer. Corinne m'envoie un mot très gentil en me disant que ça lui fait plaisir de me voir. Et Corinne, à bientôt aux Pays-Bas. Ça m'a fait plaisir aussi que vous soyez là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, euh, alors, ici, l'idée, euh, c'est de trouver l'équilibre entre ces différents domaines il est possible, par exemple, pendant un certain temps, de favoriser le travail. Par exemple, vous avez un festival à organiser, vous faites partie d'une association et vous créez un club de littérature, par exemple, et pendant un certain temps, vous organisez un festival et donc vous êtes obligé de travailler en plus du travail normal. Vous travaillez 12 heures, 14 heures par jour pour préparer quelque chose. Ça, ce n'est pas dramatique, c'est normal. C'est seulement si alors, Jenny dit, le pape Paul VI disait que la paix, c'est l'équilibre dans le mouvement. Oui, j'aime bien cette phrase-là aussi. Donc, l'idée de ne pas être statique, de ne pas s'arrêter, c'est sûr. Alors, on peut travailler pendant un certain temps, par exemple 14 heures par jour, pourquoi pas, c'est une période d'examen et on n'a pas le temps de faire autrement, c'est tout à fait compréhensible. Mais si on travaille tout le temps 14 heures par jour, là, il y a un problème. Là, ça veut dire qu'on n'est pas attentif au monde extérieur et qu'on est en train, en fait, de créer un problème autour de soi, dans sa vie sociale, et tôt ou tard, il va y avoir un problème. On dit souvent, si j'avais dépensé autant d'énergie pour ma vie privée que j'ai pris d'énergie pour ma vie professionnelle, est-ce que je n'aurais pas réussi davantage ma vie personnelle? Et Nat écrit
Et 13h30, c'est bon, voilà. Eh bien, 13h30, un certain temps, pourquoi pas, mais si c'est tous les jours et même le week-end, il y a un problème. Et Anita dit, l'abus n'est jamais souhaitable. Et en fait, c'est ça, c'est une question de bon sens, en fait. C'est même pas une question c'est pas une question philosophique. Alors, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va faire pour éviter le burn-out? Et là, je vais vous donner quelques idées pratiquement pour conclure cette intervention. Éviter le burn-out, ben voilà quelques idées très simples. Et par exemple, vous pouvez très bien proposer à vos élèves, dès le niveau A2+, par exemple, de trouver des idées, de faire une liste en petits groupes d'idées pour améliorer le bien-être, améliorer la vie. Donc des idées très simples. Alors ici, voilà quelques idées pour éviter le burn-out. D'abord, devenir adepte des petits plaisirs conscients. Par exemple, je bois un verre d'eau fraîche et je pense je suis en train de boire un verre d'eau fraîche. Ou bien, oh, aujourd'hui, le ciel est bleu. Ou bien, aujourd'hui, il pleut et c'est formidable parce que d'habitude, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Donc voilà, en fait, cette idée où j'écoute un morceau de musique, tout à l'heure, Encore malade, c'était formidable. Fanny rappelle, voilà, c'est la pleine conscience, effectivement. Le souci, c'est que les attentes de la direction sont démesurées. Lorenzo dit ça. Ça, c'est vrai, mais ici, on pense à nous en tant qu'êtres humains, pas à nous en tant que professionnels, et donc devenir adepte des petits plaisirs conscients. Riez au moins 2 fois par jour. C'est gentil, Anita, je suis ému par cette remarque. Riez au moins 2 fois par jour, ça, c'est une bonne idée. Avant de partir, faites le point sur vos succès de la journée au lieu de penser aux choses qu'on n'a pas réussi à faire. Viviane X dit écoutez les oiseaux chanter, apprendre à changer son regard sur certaines situations, surtout si on ne peut pas les changer, dit Raya. Effectivement, c'est parfois il y a des choses qu'on ne peut pas changer, donc on doit changer le regard qu'on porte sur elles. Vous avez reprendre le contact avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Si vous n'avez pas vu ces amis depuis longtemps, ça veut dire que vous êtes en train de vous désocialiser. Et donc, c'est important. Quelqu'un dit, c'est Camilla, dit corriger les copies dans un beau café au lieu de faire les choses ouais, dans un endroit désagréable. Être soi-même, dit Pragati, et il faut faire tout avec plaisir. Oh, j'ai souvent dit ça à mon fils. Une fois, je lui dis, ben, en fait, si tu mets ce que tu aimes dans ton travail, tu vas aimer ton travail. Ne pas rester statique, la légèreté, faire une méditation quelques minutes par jour. Nous ne sommes pas français, il y a du pain sur la planche, l'art de se plaindre. Peut-être, l'ironie. Je continue quand même. Faire du sport, faites du sport, faire du yoga, bien sûr. C'est aussi écouter les autres et parler beaucoup avec ses amis. Voilà, changer de look, des fois ça peut être intéressant de voilà, changer un petit peu le look. Corriger les copies à la plage, pourquoi pas. Accepter de dire non à la prochaine fois qu'on vous demande quelque chose qui génère du travail. Inviter un ami ou une amie à prendre un café ou un thé, pourquoi pas. Essayez de trouver une activité de loisir éloignée de votre profession. Très important aussi. Prendre une grande inspiration et souffler. Et souffler, dit Isabelle, ou Sandra dit se dire quand on n'a qu'une vie et qu'on n'a qu'une vie qu'il faut en profiter. Tout à fait. Éviter tout ce qui affaiblit, par exemple l'alcool, les drogues, les médicaments et les rencontres avec des personnes nocives. Vous savez, il y a des personnes qui vous prennent beaucoup d'énergie. Danser la salsa, je suis d'accord avec Hector. Lire un bon livre, danser, bien sûr. J'aime bien éviter de vous excuser, dit Aude, elle a raison. Et avoir des projets positifs, ça c'est aussi évidemment important, etc., etc. On pourrait continuer. Et je vous propose une dernière idée là-dessus avec Jules Giaconelli. Et c'est une chanson. Ah, très bien, mettre des chaussettes de couleurs différentes. Très, très bien. Programmer de jolies vacances, se rencontrer avec de bons amis pour passer un bon moment. Vous voyez, vous avez plein d'idées pour ne pas être... La 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 la, lâcher prise. La belle entreprise. La 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 la, lâcher prise. Je me l'autorise. La 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 la, lâcher prise. Et Lorenzo dit, on va prendre une bière ensemble, ça serait une bonne idée après cette intervention. Alors, ici, la dernière remarque que moi j'aime beaucoup, qui est importante, c'est si votre plan A ne marche pas, restez zen
il reste encore 25 autres lettres dans l'alphabet. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là. Moi aussi, j'adore cette phrase. Donc, c'est toujours en fait ne pas être bloqué sur une seule idée, mais au contraire de savoir donc garder cet aspect positif. Alors ici, ben, on termine par une photo de... Pourrez-vous remettre la diapo précédente, s'il vous plaît? La 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 la, Oh, pardon. la 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 la, j'ai prise la belle entreprise. La 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 la, j'ai prise, je me l'autorise. La 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 la, j'ai prise. Alors l'autre avant, vous pourrez la voir. Donc ici, vous avez une photo de la ville de Vichy, donc puisque vous êtes en direct de Vichy. Et Je veux un prendre le temps de petit peu vivre, encore. arrêter de courir sans savoir où je vais, prendre le temps de m'écrire au présent sans retenir le passé imparfait. Je veux prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais, prendre le temps de m'écrire au présent sans retenir le Alors ici, passé vous entendez imparfait. une petite chanson de Nash, donc c'est la sœur de M, le célèbre chanteur. Et voilà, donc voici comment se termine en fait cette séance. Maintenant, on va faire une petite séance de questions. J'interviendrai pour la prochaine fois, donc le 22 mai 2024, donc dans un mois, avec une nouvelle intervention sur la classe de français, un lieu de vie, d'expérience et d'émotion. Ça sera cette fois-ci un atelier pédagogique, donc très interactif, donc autour de l'animation de classe. Et je repasse la parole à Lila Nini. Merci beaucoup. Alors, nous n'avons aucune question, donc j'imagine que ça signifie que tout ce que tu as dit était très clair. En tout cas, tu as eu beaucoup de retours dans le chat, donc c'est très positif, comme tu peux le voir, voilà tout ce qui t'est dit, donc merci vraiment. Alors, on aimerait saisir donc cette opportunité de parler du parcours pédagogique dont vous a parlé un petit peu Michel. Voilà. Alors, ici, on vous présente du coup le parcours pédagogique hétérogénéité, qui est composé de 6 formations. Donc, il y a 2 rencontres virtuelles et 4 ateliers virtuels. Michel animera le premier atelier virtuel le 22 mai, comme il vous a dit. Et on vous donne aussi la possibilité, donc c'est la première fois qu'on propose ce format, donc c'est un format de pack, en fait ça fonctionne comme un lot. Donc, ça vous permet de vous inscrire en fait aux 6 formations avec une seule inscription en tant que telle. Ça vous permet aussi d'avoir une réduction de 20% sur le prix total des formations. Et on vous donnera aussi un certificat spécifique, donc pour les personnes qui ont acheté le pack, qui atteste de 14 heures de formation. Donc, si vous voulez découvrir le programme que nous avons préparé, vous pouvez scanner ici le QR code et sinon, dans la newsletter qui partira demain, on vous mettra aussi le programme en détail. Donc, est-ce que Michel, tu veux dire quelques mots peut-être sur ton premier atelier virtuel du 22 mai? Bah, simplement, donc en fait, c'est un atelier dans lequel on va travailler sur la vie quotidienne de la classe. Et ce que nous allons faire, c'est en fait réfléchir ensemble à des techniques de classe pour permettre aux élèves en fait de mieux comprendre, mieux participer, avoir plus de plaisir à apprendre le français, parce que c'est un peu ça notre métier. En fait, c'est finalement aussi d'avoir nous-mêmes du plaisir à enseigner. Et donc, c'est vraiment ça le but de cet atelier. Donc aussi faire entrer l'émotion aussi dans la classe, parce qu'effectivement, il y a des raisons objectives d'apprendre le français, mais ce qui vraiment fonctionne, c'est les raisons émotionnelles, c'est-à-dire le plaisir d'être ensemble et de créer un groupe. C'est de ça dont nous allons parler le 22 mai. Voilà. Et étant donné que c'est un atelier virtuel, on va dire que c'est plus intime dans le sens où on ne sera pas 400 personnes. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre la parole, vous pouvez échanger plus, voilà, différemment avec Michel. Pas que par écrit, mais aussi à l'oral. On a prévu aussi peut-être de faire des petits ateliers en petits groupes. Voilà, il y aura différentes choses en tout cas qui seront prévues. On a une question de Camilla, Michel.
Dernière Oui. minute, la question. Alors, comment ne pas avoir de crise de burn-out dans un environnement de travail extrêmement exigeant, peu reconnaissant, avec des salaires bas, aucun droit protégé et aucun regard humanisé de la part de l'employeur? Waouh! Oui, bah, c'est une vraie question en fait, mais je pense que parfois, quand il y a des situations comme cela, il faut s'interroger sur en fait son propre travail, son choix professionnel. Donc, c'est-à-dire que si effectivement il n'y a aucune reconnaissance du travail et il n'y a pas de sens dans le travail que l'on fait, eh bien, il faut chercher effectivement un autre travail parce que ça n'a pas de sens de travailler comme ça et de se mettre soi-même en danger. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a des situations qui ne sont pas acceptables. Et voilà. Donc, je vois, Elsa, comment ne pas s'épuiser face à un manque de motivation des apprenants. Alors là, j'espère donner quelques réponses le 22 mai quand même, pour motiver les élèves. Sinon, c'est notre métier, en fait. Anita dit ne pas tout accepter. Effectivement, je crois là aussi, il faut se respecter soi-même déjà, et toutes les conditions ne sont pas acceptables, en fait. Les élèves d'Icori ne sont pas toujours reconnaissants, mais vous savez, il y a toujours des élèves, enfin moi je rencontre beaucoup de professeurs, et très très souvent il y a des professeurs qui disent, ah, je suis devenu professeur de français parce qu'un jour j'ai rencontré un prof qui était extraordinaire et ça m'a donné envie de devenir professeur. Donc Ouais, effectivement, tous les élèves ne sont pas reconnaissants, mais il y a sans aucun doute des élèves qui sont reconnaissants et pour lesquels on peut changer la vie en fait aussi. Donc on a une vraie exactement. responsabilité positive. Mm. Voilà. Merci à tout le monde en tout cas pour votre attention. Merci à Maison des Langues d'avoir organisé ce webinaire avec moi. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Eh bien, écoute, c'est un plaisir partagé et qu'on renouvelle incessamment sous peu, le 22 mai. Donc, merci à tous. Et je vous rappelle qu'on vous enverra votre certificat pour cette rencontre virtuelle dans une dizaine de jours avec le replay. Voilà, et le questionnaire de satisfaction demain, bien entendu. Voilà, merci Voilà. beaucoup. À bientôt. Au revoir.